أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit. Alors, on va finir aujourd'hui cette introduction générale à l'anthologie, donc la pensée d'Ibn Khaldun. On est dans cette dernière partie de l'introduction sur l'impact qu'a eu Ibn Khaldun sur l'Occident. Donc là, on va voir aujourd'hui son impact sur la pensée moderne et est-ce qu'il y aurait un retour aujourd'hui de Ibn Khaldun, de sa pensée. Donc, Bismillah, commençons. Donc, le professeur Gabriel Martinez-Gros nous dit ceci vis-à-vis de la modernité. Donc, mais bien sûr, quelque chose de nouveau était en cours dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle en France, et encore plus clairement en Angleterre. Quelque chose qu'Ibn Khaldun n'aurait jamais pu imaginer. Nous l'appelons la révolution industrielle. En quelques mots, pour la première fois depuis la formation des empires perses, romains, chinois, 2 millénaires auparavant, l'impôt d'État cessait d'être la source fondamentale, sinon exclusive, d'accumulation du capital. Pour la première fois, la population et l'économie progressaient grâce aux avancées des sciences et des techniques. Les populations mieux nourries, mieux soignées, pourvues d'outils plus efficaces, gagnaient en productivité, comme le note Tocqueville, avec justesse. L'idée d'un déclin du genre humain était partout dans les esprits ou les écrits jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Elle est encore chez Montesquieu ou Voltaire. Inversement, après 1780, l'idée d'un progrès indéfini s'est imposée. En fait, c'est là sur ce point-là, je vais juste peut-être noter une petite une- quelque chose peut-être que n'avait pas pensé justement euh, Gabriel Martinez-Gros. Je suis en partie d'accord avec ça. Mais en fait, Ibn Khaldoun, dans sa manière de penser l'impôt et comment est-ce qu'on investit l'impôt, il a pensé justement que l'impôt sert à développer des progrès techniques et technologiques. Dans le sens où l'État, lorsqu'il reçoit l'impôt, il est censé améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de travail, de développement scientifique, etc. Du coup, lorsque l'État investit correctement et dans la bonne manière les impôts, cela doit amener à une forme de développement industriel. Or, pourquoi est-ce que le développement industriel a commencé à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout courant du XIXe, ce qu'on appelle communément euh, la Belle Époque, l'ère victorienne, etc. Parce que tout simplement, l'État se sépare d'une certaine manière, d'une certaine philosophie et d'une certaine moralité religieuse, où l'État d'un, est garant d'une certaine manière de, du cadre moral, du cadre religieux. Sachant que progressivement, on est en train on commençait à avoir une forme de sécularisme, une forme de séparation progressive entre l'État et le fait religieux, l'Église, etc. Dans certains cas, le dirigeant, comme en Angleterre, restait aussi le leader religieux le leader religieux de, du pays. Mais il est vrai que les pouvoirs religieux tentaient à se, s'écarter, tentaient à diminuer. Ce qui fait que ce sont les hommes, et notamment les gens du peuple, qui commençaient à gérer ce flux économique et cette production économique. Ce qui fait qu'on a commencé à créer, à développer, à créer cette espèce de bourgeoisie capitaliste qui avait autant, si ce n'est plus de pouvoir et d'importance que l'État, que le peuple. Que l'État qui est censé justement être l'autorité suprême qui donne le là justement au peuple. Et c'est cette, si je puis dire,
c'est cette gestion-là qui fait que aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle on est, où les États sont soumis à des formes de lobby. Même si déjà à l'époque où justement les États et les empires religieux, où la religion avait de l'importance, il y avait déjà ces formes de lobby un petit peu de consortium, de marchands, notamment par exemple comme on l'avait vu sur nos cours sur l'esclavage, les consortiums de, euh, de marchands d'esclaves qui, euh, si je puis dire, mettaient déjà une certaine forme de pression sur l'État pour exercer leur activité. Mais l'État, et souvent les États ayant une force qui est plus importante que ces lobbies-là se soumettaient directement ou indirectement à l'État et faisaient en sorte de pouvoir profiter du commerce avec l'État. Parce que c'est l'État qui autorisait tel marchand ou telle catégorie de marché exercée dans le pays. Or, à partir de fin du 18e et pendant une longue partie du 19e, donc la grande époque de l'ère industrielle, aujourd'hui, les États n'ont plus cette force autoritaire pour justement euh, pouvoir, euh, si je puis dire, n'ont plus la force justement de pouvoir gérer cette, en fait justement cette pression de est-ce que je te permets d'exercer ton activité, oui ou non? Est-ce que éthiquement ton activité est bonne, oui ou non? Et c'est là où justement Ibn Khaldun n'a pas pensé à cette théorie-là, il est vrai, mais il a pensé que, en théorie, le développement industriel doit dépendre de la force de l'État. Il n'a pas pensé qu'un jour il y aurait des révolutions idéologiques qui feront en sorte que le peuple se détacherait justement de ça pour créer sa propre puissance économique. Donc plusieurs des grandes villes du monde nouveau ne sont pas des capitales et ne bénéficient donc pas de l'afflux de l'impôt. On peut prendre en exemple Manchester, New York, Barcelone ou Shanghai, par exemple. La pertinence de la théorie d'Ibn Khaldun s'évanouit. On l'a vu, c'est en partie faux, mais on l'a vu, c'est pas totalement vrai, mais pas totalement faux non plus. Parce qu'elle avait été conçue durant un monde pratiquement stagnant, un monde dans lequel on ne pouvait mobiliser la richesse que par la contrainte de l'impôt, où l'impôt était le moteur nécessaire d'une économie anémique. De là venait la nécessité de soumettre et de désarmer les majorités, de là la ségrégation stricte entre l'immense masse des producteurs et la petite minorité des guerriers. Mais si la richesse des nations et des États ne dépend plus exclusivement de l'impôt, la nécessité de désarmer les majorités disparaît. L'État peut même trouver un clair avantage à armer, comme le montrent les victoires militaires de la Révolution. Tout au long du XIXe siècle, le nouveau système s'étend en Europe. Les producteurs et les guerriers ne forment plus qu'un seul peuple, en contradiction flagrante avec la théorie d'Ibn Khaldun, qui commandait de tenir soigneusement séparés pour construire l'État. Mais au final, la pensée d'Ibn Khaldun sur ce point-là est peut-être celle qui permet justement de maintenir et de pacifier le plus justement l'État. C'est-à-dire d'avoir une distinction nette entre les producteurs de richesse et les garants de la sécurité, de la violence légitime, entre guillemets, donc de la violence étatique, la caste militaire, etc. Parce que aujourd'hui, le fait que le peuple puisse être armé, puisse faire preuve aujourd'hui peut faire preuve justement de cette violence ou être convoqué pour participer à cette violence, cela amène une certaine forme d'instabilité aussi dans l'État. Donc les producteurs se font conquérants.
les petites îles britanniques conquièrent l'Inde, immense, et le doivent moins à la férocité de leurs troupes anglaises ou écossaises qu'à l'avantage scientifique et technologique croissant dont elles jouissent après 1750. Dans la conquête de l'Inde, comme plus généralement dans le projet colonial moderne, la victoire récompense les valeurs sédentaires de la science, du travail et de la technique ou technologie au détriment des meilleurs guerriers du monde, comme les Sikhs, les Gourkhas, les Gorkhas ou les Afghans, ce qui aurait abasourdi Ibn Khaldun. Ça, par contre, c'est vrai. De même, dans les premières batailles de la Révolution, Valmy ou Jemmapes, le succès revint à des armées de producteurs hâtivement et mal armés au détriment des meilleurs soldats prussiens et ou autrichiens. Une armée de savetiers, aurait dit en parlant des Français le duc de Brunswick, qui commandait les Prussiens à Valmy. La révolution fondamentale qui rend caduque la théorie d'Ibn Khaldoun tint aux nouvelles conditions scientifiques, économiques et démographiques. La création d'une richesse considérable et par d'autres moyens que l'impôt, sa concentration ailleurs que dans les capitales permet aux États d'élargir considérablement la mobilisation de leur peuple, que la nécessité de lever la peau tenait jusque-là désarmée et asservie. Pour le dire avec les mots de Gellner, le loup et le mouton se retrouvent dans la même âme du citoyen. Ils y sont restés pendant plus d'un siècle, entre 1850 et environ 1970. Les mêmes tranquilles producteurs dont on réclamait dans la vie quotidienne qu'ils payent leurs impôts et obéissent aux lois avec un respect religieux de la majesté de l'État étaient sommés en temps de guerre de s'armer et de se battre en héros de légende dans les guerres apocalyptiques. Par une curieuse ironie du sort, l'Europe découvrit Ibn Khaldoun au même moment où sa théorie perdait l'essentiel de sa pertinence pour comprendre la modernité. Au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle. Il faut donc célébrer comme, il faut donc célébrer comme le génial théoricien d'un monde qui s'en allait ou d'un Orient lointain. Il gouvernait l'Algérie française aussi bien que l'Inde britannique. Le savoir et la pratique coloniale lui rendaient hommage, même quand il ne mentionnait pas son nom ou son œuvre. Mais les sociétés européennes et les nations modernes ne relevaient plus de sa pensée. Plus du tout, plus jamais. L'histoire ne pouvait pas revenir en arrière. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un retour d'Ibn Khaldoun? Et donc là, le professeur Gabriel Martinez-Gros, j'ai perdu son nom sur l'instant, donc se demande est-ce que nous en sommes si sûrs? Parce que nous sommes nés dans un monde moderne, toujours plus riche et élargi. Nous vivons tous avec l'idée que l'histoire va de l'avant. La plupart de nos propos publics s'attachent obstinément à cette vérité supposée d'évidence. Mais il n'est pas invraisemblable que le courant s'inverse. Nous pourrions bien en venir à un point de réflexion dans l'étourdissante et lumineuse parenthèse de la modernité qui a commencé en Angleterre dans les dernières décennies du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle. Il est vrai qu'en 250 ans, c'est-à-dire entre 1800 et 2050, la population humaine sera multipliée par 10 ou 12, et la richesse des nations par 60 ou 100, beaucoup plus que depuis les origines de l'histoire, il y a 5000 ans. Mais le mouvement pourrait s'éteindre doucement. Deux des moteurs principaux de la croissance mondiale faiblissent. La croissance démographique devrait s'atténuer puis s'évanouir dans les décennies qui viennent. Depuis le pic de 1970, la croissance de la population mondiale a décru de 2,2% à moins de 1% par an en 2020. Et sa chute va s'accentuer. En 2050, elle ne devrait pas dépasser les 0,4%. Allahu a'lam. Soit la croissance réputée faible de la population française aujourd'hui. D'après certaines estimations, la population mondiale devrait commencer à décroître à partir de 2065 ou 2070. Le vieillissement sera spectaculaire, surtout dans les pays émergents. Vers 2100, si on poursuit le tracé des courbes actuelles, 30% de la population mondiale
devrait dépasser les 60 ans, contre 25% de moins de 25 ans au mieux. Le deuxième ralentissement prévisible touche le moteur aujourd'hui, le plus puissant de la croissance mondiale. C'est le, entre guillemets, rattrapage, le comblement du fossé entre les riches et pays émergents. Les compétences techniques ou technologiques et la productivité du travail se rapprochent, tout comme les rythmes démographiques et les niveaux de vie. Entre 2010 et 2019, l'économie chinoise a doublé de volume. Celle du Japon n'a cru que de 10%. Donc elle a augmenté uniquement de 10%. Aussitôt qu'un pays émergent dispose du niveau d'éducation et des capacités techniques requises, le rattrapage est d'autant plus rapide que le pays est au départ plus pauvre. Mais inversement, cette croissance s'atténue de façon inévitable à mesure que le pays émergent devient plus riche, son économie plus mûre et sa population plus âgée à cause du même succès du rattrapage. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Il reste un troisième moteur, la créativité, l'innovation, les gains de productivité. C'est la seule véritable valeur. Tout le monde en est d'accord. Mais on peut remarquer qu'une part croissante de nos populations actives travaille dans les secteurs de faible croissance productive. Pour le dire plus précisément, dans les secteurs où la notion même de gain de productivité est mise en doute, que signifie la productivité d'un enseignant, d'un médecin ou d'une infirmière? La plupart des parents rejetteraient l'idée d'augmenter les effectifs des classes de leurs enfants pour améliorer la productivité des enseignants. La plupart des patients n'apprécieraient pas que leur médecin soit contraint de limiter le temps de leur consultation pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Si ces trois moteurs devaient faillir et l'économie glisser dans une sorte de stagnation, la théorie d'Ibn Khaldun retrouverait les conditions de sa pertinence. Les mêmes raisons inversées qui l'avaient rendu caduque au moment de la révolution industrielle. Reste le plus important, la résurgence de la division entre sédentaires et bédouins, producteurs et guerriers. Il ne fait pas de doute que nous sommes plus nombreux, plus productifs, plus éduqués que nos ancêtres. En un mot, nous sommes plus sédentaires qu'ils n'étaient. Mais où sont ou que deviennent les Bédouins? Pour l'heure, ils ne sont pas au centre de la scène. L'État moderne les a supprimés dans les 2 derniers siècles. Il s'est acharné à contrôler à leurs dépens le moindre pouce de leur territoire. Mais l'État malade du XXIe siècle pourrait leur rendre une nouvelle existence, confronté d'une part à une économie défaillante et à l'autre à des dépenses de santé, d'assistance, d'éducation, de sécurité croissantes. L'État devrait vraisemblablement réagir de la même manière que l'Empire romain ou l'Empire abbasside dans leur déclin, couper dans les dépenses et accroître les recettes, ce qui signifie resserrer sa poigne sur la majorité des citoyens producteurs, paisibles et rentables. Ils payent l'impôt et ils en paieront davantage. Ils travaillent et respectent la loi et l'ordre, de sorte que des moyens limités suffisent à les contrôler. À l'inverse, il faudra se séparer de toutes les minorités dont les coûts du contrôle et de l'assistance sont très supérieurs à l'impôt qu'on peut en tirer, parce qu'ils sont vieux, violents et improductifs. Qu'on le veuille ou non, on peut faire un parallèle entre ce qui vient d'être dit avec ce qu'on pouvait appeler la crise des Gilets jaunes et l'instabilité actuelle qu'il y a en France. On peut faire clairement un parallèle là-dessus. Donc, l'application d'Ibn Khaldoun, on peut revenir à l'application de la pensée d'Ibn Khaldoun sur la civilisation, la cité, le monde tribal ou bédouin, avec les crises qu'on subit aujourd'hui dans notre monde occidental moderne. Et il faudra que justement le monde occidental soit en crise et que cette crise crée une telle instabilité qu'il faut revenir à un système de valeurs qui était théorisé par Ibn Khaldoun. Donc, est-ce que, au final, la théorie d'Ibn Khaldoun n'est plus applicable en tout temps et en tout lieu? Non, elle reste applicable et elle reste, euh, on va dire, possible. Reprenons. Donc, ainsi, le nouvel État serait à la fois plus exigeant et tyrannique avec les majorités productives, tout en livrant de larges portions
de territoires et de populations à de nouvelles autorités tribales. Le processus est déjà en cours en Amérique latine, en Afrique et dans le monde musulman. En conclusion, nous pourrions bien, et là il fait allusion à différents groupes terroristes. Quand il cite l'Amérique latine, il fait allusion à ce qu'on pourrait appeler les cartels, les cartels narcoterroristes, qui sont une sorte d'État dans l'État, et dont l'État prend du recul vis-à-vis de ces cartels-là et leur laisse en fait des bouts de territoire un petit peu de manière autogérée, ou certains révolutionnaires amérindiens. Et pour ce qui est de l'Afrique et du monde musulman, on peut faire allusion, on peut faire allusion à certains groupes terroristes contemporains, djihadistes et compagnie. En conclusion, nous pourrons bien être au seuil d'un autre monde, comme nos ancêtres de la fin du XVIIIe siècle, mais en sens opposé, c'est-à-dire que on fait machine arrière pour recréer en fait l'ancien monde, l'ancienne organisation. Ils sont passés d'un monde stagnant à un monde en constante croissance. Nous passerions à l'inverse d'une croissance constante à une stagnation. Et donc là, on introduit la pensée d'Ibn Khaldun sur la naissance et la mort des civilisations. Donc cette prédiction devait se vérifier. Si cette prédiction devait se vérifier, nous aurons peu de guides sur ces nouveaux chemins. La plupart des penseurs du 21e, du 19e et du 20e siècle deviendraient caduques parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'un monde en croissance. C'est-à-dire que on ne pourra plus utiliser la pensée de Marx, de Engels, les pensées des libéraux, des capitalistes, des socialistes ou des communistes ou des fascistes. On ne pourrait plus théoriser à partir de ces pensées-là. On serait obligé de penser soit quelque chose de nouveau, soit de revenir aux penseurs des temps anciens. D'ailleurs, comme le dit le professeur Gabriel Martinez-Gros, et on va s'arrêter là, donc avant eux, dans les temps de la stagnation agraire, très peu de philosophes ont essayé de penser le mouvement d'une société sans mouvement, ou presque, parce qu'ils voyaient l'ordre social comme une évidence à peu près éternelle. Machiavel et Ibn Khaldun font partie des rares exceptions. Nous avons grand intérêt à leur prêter plus d'attention que nous le faisons généralement. Et c'est là où, justement, on peut appliquer on peut appliquer à ce qui se passe en ce moment une des pensées d'Ibn Khaldun sur la, la naissance et la mort des civilisations ou des empires. Dans le sens où un empire a un moment de naissance avec un pic d'extension qui atteint un point maximal. Ensuite, il rentre dans une période de stagnation avant d'amener inévitablement, vers un déclin, une chute définitive. Et dans ce cadre-là, la pensée d'Ibn Khaldun sur la naissance et la mort des civilisations, des empires, etc., s'applique complètement à notre réalité contemporaine. Donc, est-ce que dans l'absolu, la pensée d'Ibn Khaldun n'est pas applicable à l'Occident? Non. Est-ce que sa pensée peut permettre d'expliquer la révolution industrielle et tout ce qui se passe aujourd'hui? En partie, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que la réalité dans laquelle vivait Ibn Khaldun, au temps où il pose les bases de sa théorie, n'est pas la même réalité que nous avons aujourd'hui. Et Ibn Khaldun n'avait pas suffisamment d'outils pour penser qu'il y aura ce qu'on appelle aujourd'hui une révolution industrielle. Mais sa pensée, sa théorie nous permet de dire que la réalité absolue et la réalité absolue de la naissance et de la mort des civilisations est applicable sur tout modèle de civilisation, d'organisation sociale, politique et étatique. Et c'est en ce sens où Ibn Khaldun peut, peut être euh, applicable
à toute forme de civilisation. Abdurrahman, est-ce qu'il y aurait des questions ou pas? Sinon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Au moins, on a fini l'introduction et on commencera vraiment après sur sa partie. Non, pas directement, ce sera mieux. Bah, si t'as des questions sur autre chose, si t'as des questions sur autre chose, tu peux demander aussi, Inch'Allah. Ça reste au niveau d'Ibn Khaldoun ou de ce qu'on voit. Alors, est-ce lui qui avait théorisé que les gens du nord, du sud, etc., je crois avoir entendu dans une vidéo. Ah, en fait, Ibn Khaldoun, en fait, lui, pour lui, le monde civilisé, le monde des empires, c'était ce qu'on appelait le monde connu. Donc, le monde qui était au niveau de la route de la soie et de la Méditerranée. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde civilisé. Et pour lui, dès que tu descends plus bas, au plus tu vas t'écarter justement de ce qu'on appelle le monde connu, et donc le monde qui produit des richesses, la route de la soie, le pourtour méditerranéen, etc. En fait, au plus tu rentres dans un monde qui est beaucoup plus sauvage. Et où des fois, on va faire des parallèles avec euh, des parallèles qui aujourd'hui seraient considérés comme des parallèles racistes. Voilà. Mais déjà, il se base sur des propos qui sont rapportés par des gens qui sont au contact de ces populations, des marchands d'esclaves ou euh, des marchands, et donc qui connaissent ces populations-là et qui euh, rapportent un peu certains faits. Mais c'est surtout aussi, il faut pas oublier qu'Ibn Khaldoun a une formation au tasawwuf, aux sciences du tasawwuf. Et dans les sciences du tasawwuf, lorsque tu ne maîtrises pas suffisamment ton ego, ton nefs, etc., ton nefs devient animal, bestial, et ça se retranscrit dans ton comportement et même un petit peu physiquement aussi. Et les soufis, en fait, ils ont une pensée, une compréhension des versets où Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens qu'il a transformé certains parmi les Banu Israël à force de désobéissance en singes et en porcs. En fait, ils ont une compréhension que c'est leur comportement que c'est leur comportement qui les a amenés à se comporter comme des singes et des porcs. Et que ça s'est retranscrit même physiquement. Est-ce que ça empêche, dans l'absolu, que, par exemple, Allah Azza wa Jal puisse transformer les gens en animal? Non. Mais ils ont cette pensée où c'est beaucoup plus que leur nefs, leur ego, entre guillemets, c'est le sens qui est peut-être le plus proche de nefs, même s'il n'est pas totalement vrai, en fait, devient bestial et il se laisse complètement posséder par ce neuf bestial. Et donc, en fait, ça, c'est applicable aux populations du Nord et du Sud, qui sont les plus écartées, en fait, euh, de- de- des grandes, on va dire, des grandes routes commerciales et des grands vecteurs de cité. Donc, généralement, la route de la soie et le pourtour méditerranéen. Voilà. On l'avait abordé dans l'introduction rapidement. Mais peut-être qu'on le verra, ouais, effectivement. Parce que là, on parle beaucoup des villes, on parle beaucoup des villes. Mais est-ce qu'on va parler de... En fait, ça, on le verra sûrement, en fait, dans les, si on parle justement, du monde tribal, des invasions illégales, Tlemcen, l'assassinat de Habou, le royaume de Grenade.
Mhm. Ah ouais, on va le voir. Ouais, ouais, on va le voir. On va le voir. Mm. On le verra un petit peu plus en détail, un peu plus loin. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, on le verra. Ouais. Et ça, après, justement, on essaiera de mettre un petit peu en avant aussi certains commentaires, justement, un petit peu entre guillemets, un petit peu soufis, parce qu'on ne peut pas écarter en fait de la pensée d'Ibn Khaldoun et de la pensée en fait de beaucoup de penseurs de ce moment-là, euh, on va dire une certaine compréhension des sciences du tasawwuf. Parce que les sciences du tasawwuf, à cette époque-là, avaient énormément d'importance et d'influence sur la société et les penseurs et les savants. Ça, on ne peut pas l'écarter. Euh, voilà. Bon, en fait, c'est que c'est tout simplement parce qu'en fait, on se base sur deux choses vis-à-vis à cette époque-là, qu'est-ce qui fait que certaines populations, comme les peuples des steppes, les peuples turco-mongols, euh, les peuples des steppes, de l'Altaï, les peuples de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, entre guillemets, pourquoi est-ce que très souvent on a en tout cas pour l'époque, des, on va dire des paroles, des termes qui vont un petit peu dans une pensée qu'on qualifierait aujourd'hui de raciste? Parce qu'en fait, tout simplement, tu as cette compréhension-là de qu'est-ce qui fait la civilisation, sur quoi on se base pour dire que une région, une ville ou une population est civilisée ou non. Et il y a aussi toute cette question un petit peu aussi spirituelle, en tout cas dans le monde musulman. Toute cette question spirituelle de la bestialité de l'ego, la bestialité du nafs. Et que lorsque les musulmans, des fois, rentraient en contact avec ces populations, donc ces populations qui étaient moins civilisées, plus entre guillemets à l'état sauvage, etc., avec des pratiques rituelles, des habitudes de vie qui étaient plus proches de la nature, plus proches des animaux, etc. En fait, il faisait le lien en fait entre le mode de vie des animaux et le nafs de ces gens-là et leur caractère, etc. En plus aussi, il y a aussi, il faut se dire, certaines populations, par exemple, qui étaient esclavagistes, qui étaient en contact avec ces populations-là et qui n'étaient pas toujours aussi très tolérantes vis-à-vis de ces populations, faut aussi se le dire. Et du coup, on se base aussi sur les retours et les témoignages de ces populations-là, en fait, qui eux, étaient entre lui. Euh, qu'on le veuille ou non, il n'est pas boycotté, qu'on le veuille ou non. Enfin, certains aujourd'hui un peu certains, on va dire, certaines personnes, entre guillemets, militantes, un peu proches des mouvements un peu afrocentrés, afrocentristes, euh, panafricains ou kémites, entre guillemets, parce que il y en a, certains kémites essayent de se greffer au mouvement panafricain, alors que le mouvement panafricain n'a rien à voir avec le kémitisme à la base. Mais les kémites aujourd'hui essayent de récupérer le mouvement panafricain. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup essayent aujourd'hui de boycotter et de mettre le doigt sur, par exemple, Ibn Khaldoun et compagnie, pour que, justement, ou Ibn Battuta, etc., parce qu'ils ont des termes qui sont des termes, en fait, de la réalité de leur temps, avec leur compréhension en tant que religieux. Et en fait, ils veulent essayer de mettre et d'autres choses aussi. Mais ils veulent essayer de mettre en avant certains textes, certains trucs, déjà dans le sens approché en français, sans avoir le contexte de l'époque, la mentalité, le pourquoi du comment, pour en fait essayer d'amener
les frères, nos frères en islam, noirs, entre guillemets, qui a apostasié. En fait, vraiment, il y a des gens aujourd'hui qui attaquent très durement Ibn Khaldoun, qui attaquent très durement Ibn Battuta et d'autres penseurs musulmans, parce que dans le sens approché en français, on va utiliser le mot nègre, le mot singe, etc. Et en fait, le truc, c'est que nous qui avons les personnes qui ont un tant soit peu étudié le contexte, la mentalité, le contexte, la mentalité et la pensée, en fait, à l'époque, ne sera pas dupe vis-à-vis de cette terminologie-là. Mais les personnes qui ne sont pas forcément ancrées, qui ne maîtrisent pas forcément ces pensées-là, en fait, vont utiliser cette terminologie-là soit pour attaquer de manière raciste les Noirs, c'est ce que font, et il faut être honnête aussi là-dessus, c'est ce que font certains Maghrébins, vraiment, il faut se le dire, c'est ce que font certains Maghrébins aujourd'hui, certains Arabes, euh, et c'est ce que font aussi les Kémites, mais eux, ils le font pour plutôt attaquer l'islam, attaquer les Maghrébins et faire en sorte que, et ou nos frères en islam qui sont du Mali, du Sénégal, etc., etc., pour faire pour que d'autres, en fait, soit les plus faibles d'esprit, soit apostasie de l'islam, soit si certains sont intéressés par l'islam, mais sont un petit peu douteux vis-à-vis de certaines choses, ne rentrent pas dedans. Donc vraiment, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en avant cette pensée-là, et je pense que quand on abordera justement les questions entre guillemets, avec des grosses guillemets, de la vision qu'avait Ibn Khaldoun de certaines populations, notamment des populations les plus éloignées les plus éloignées, en fait, justement, des cités, des États et du monde qui est ancré dans la richesse, bah, il faut aussi le mettre en avant avec justement le fait que bah, on se base sur deux aspects pour avoir justement ces termes-là. Premier point, les témoignages de populations qui sont en contact avec de ces populations-là, qui des fois ont une religion différente, des conflits avec eux, qui des fois ne sont même pas musulmans, et qui ont des conflits avec eux, ont une forme de racisme, entre guillemets, et donc on va prendre les témoignages comme ça. Donc on va les définir comme ça parce que c'est le témoignage qu'ils avaient de l'époque d'autres personnes. Et second aspect, il y a aussi toute cette lecture et cette compréhension très soufie, entre guillemets, de euh, ouais, le, le, le nefs peut être un animal. Et quand le nefs se laisse aller à son côté bestial et on ne soumet pas son nefs, on prend cette part de bestialité dans notre comportement, notre manière d'agir, etc. Et c'est l'équilibre. Et en fait, si t'as pas toutes ces notions-là, ouais, tu peux te retrouver avec avoir une compréhension, ouais, Ibn Khaldoun et les Arabes à l'époque et les penseurs et les savants étaient racistes. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? On s'arrête là, Abdurrahman. On va s'arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم